La MRC de Témiscamingue, en collaboration avec CKVM et TV Témis, vous présente une émission spéciale sur la vaccination COVID-19. Accueillons le Dr Paul-Émile Barbeau et Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bon matin à vous deux. Bonjour Yves. Allô Claire, bon matin Paul-Émile. Bonjour Yves. Bon. Bonjour tout le monde. Écoute... Bonjour Nicole. Bonjour. Et bien vous, pour le bout du fil, c'est ça, j'aimerais ça que, Claire, tu nous introduises la dame qui est au bout du fil, c'est Dr Nicole... Docteur Nicole Bouchard. Alors, ce matin, on a le plaisir d'avoir pu joindre à notre duo Docteur Nicole Bouchard, qui est responsable, qui contribue à la responsabilité de la vaccination en Abitibi-Témiscamingue. Docteur Bouchard, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir de vous accompagner ce matin. Alors, comme tu le mentionnais, Yves, on est avec Paul-Émile Barbeau, qui a accepté, je dis Docteur Paul-Émile Barbeau, et Docteur Barbeau, votre humanisme et votre grand cœur et votre savoir ne disparaîtront pas avec un permis d'exercice. Alors, pour nous, vous restez notre Paul-Émile Barbeau, docteur national. Et Docteur Barbeau a accepté de faire une intervention avec nous pour répondre aux interrogations, aux préoccupations et peut-être aux craintes de notre population sur la vaccination. Alors, merci beaucoup, Paul-Émile, de cette présence-là, de cette implication-là. C'est très, très apprécié. Les commentaires qu'on a reçus déjà, les gens sont très contents que tu t'adresses à eux pour expliquer la chose. Alors, je te lance la première question et je te laisse la parole. Paul-Émile Barbeau, la vaccination, est-ce que c'est important? La vaccination, c'est très important et j'en profite avant de commencer pour remercier Nicole d'être là. Nicole est en santé publique depuis de très nombreuses années. Je l'invite à m'arrêter si elle trouve à un moment donné que je suis en train de dire des choses qui sont monstrueuses. Je vais la suivre. J'ai énormément confiance en Nicole. On se connaît déjà depuis quelques petites années. On va dire que ça dépasse le 40 ans. Elle va déjà d'emblée commencer à s'ennuyer un peu parce que vous me connaissez. On m'a demandé de parler de vaccination. Pour la COVID, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être celui que je suis. Alors, j'ai commencé à lire là-dessus et puis j'ai appris deux choses très, très, très importantes. La première chose que j'ai appris, c'est qu'en rapport avec la vaccination par rapport au COVID-19, c'est un sujet hyper scientifique, hyper compliqué. Donc, j'ai appris beaucoup de choses en faisant les recherches. La deuxième chose que ça m'a appris, c'est que quand Claire dit « Paul-Émile, tu vas venir nous aider en expliquant quelque chose à la radio », il ne faut pas dire « oui » sans prendre une grande respiration avant, parce que peut-être qu'on ne l'aurait pas fait. Je tiens aussi à spécifier en partant... se poser des questions, parce que les gens disent « Ah, on a toujours... » on voit des débats. Se poser des questions, c'est sain. Il faut en poser des questions, puis j'encourage les gens à continuer à se poser des questions. Par contre, des fois, on peut tomber sur des réponses un petit peu trop facilement. Puis, à un moment donné, c'est peut-être des réponses qu'il faut se méfier, non pas des questions. Et je vais donner un exemple par rapport à ça. Il y a, au tout début, quand on a commencé à faire les cultures par rapport au COVID-19, on voyait les gens avec le prélèvement qui se faisait au niveau du nez. Et il y a quelqu'un qui arrive chez moi, quelqu'un qui a une formation universitaire, que je respecte beaucoup, qui est très, très intelligent, puis il me dit, « T'as rendu compte, ils mettent en danger la barrière hémo-encéphalique. » Alors moi, je viens pour partir à rire, et heureusement, j'ai retenu parce que là, j'ai regardé ses yeux et il était très, très, très sérieux. Okay. Alors, je sais que ce bruit-là, il a couru. Je ne sais pas s'il court encore, mais je vais expliquer aux gens que la barrière hémo-encéphalique, c'est un gros système biochimique au niveau des petits vaisseaux dans le cerveau pour empêcher que des choses aillent attaquer les neurones. Ça n'a rien à voir avec une membrane, une muqueuse, puis il n'y a pas de danger qu'un petit bout d'ouate aille s'en aille dans barrière hémocéphalique. Là, OK, mais étant donné qu'on emploie le terme barrière hémocéphalique, ça faisait image à ça. Donc, quand les gens lisent des choses sur Internet puis qu'il y a des gens qui déforment, il faut faire attention à ce qu'on regarde. Puis quand on entend ça, bien, peut-être soit faire des recherches un petit peu plus poussées ou poser des questions aux personnes qui sont compétentes là-dedans. L'autre chose, c'est qu'il faut se rappeler. J'ai vu plusieurs discussions. Puis la COVID-19, là, on dirait que ça met les émotions juste en dessous de l'épiderme.
OK, puis j'ai entendu qu'il y avait des fois des bagarres, des querelles à l'intérieur des familles, entre amis ou des choses comme ça. On a le droit d'avoir des avis différents, puis il faut peut-être, quand on jase de choses comme ça, même si ça touche la santé directement, garder une certaine distance par rapport à nos émotions quand on discute. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas du même avis que nous autres qu'il est un abruti. Puis n'oubliez pas, si vous pensez que quelqu'un qui ne pense pas comme vous est un abruti, automatiquement, pour lui, vous êtes un abruti parce que vous ne pensez pas comme lui. Fait que, donc, ça fait beaucoup de nonos sur la place publique. Fait qu'on va laisser faire. Je pense qu'on a plus de gens qui sont capables de faire ça. Mais s'il vous plaît, quand vous sentez, si ça vient vous chercher, au lieu de vous quereller, parce que ça va finir, le COVID, perdez pas vos amis à cause de ça. Là. Prenez un petit peu de recul par rapport à ça. La chose avec laquelle j'ai décidé aussi d'approcher, et c'est là peut-être que Nicole va encore plus tenter de s'endormir en m'écoutant, c'est que j'ai pensé faire un espèce de retour sur la vaccination comme telle avant d'en arriver à la vaccination hyper compliquée de COVID-19. Parce que c'est pas nouveau qu'il y a des débats par rapport à la vaccination. Puis, on peut voir au cours des dizaines d'années, parce que ça fait quand même pas des millénaires que ça existe, la vaccination, que ça a suscité à plus d'une reprise des controverses. D'abord, si on veut espérer mettre un début à ça, on n'ira pas voir en Chine où ça a commencé vraiment, il y a probablement bien avant ici en Occident. Mais si on vient en Occident, c'est en 1796 qu'il y a un monsieur Jenner qui avait remarqué que les cultivateurs qui attrapaient une maladie des bovins qui s'appelait la vaccine, quand ils étaient exposés à la variole, ils ne la pognaient pas. Il s'est dit peut-être que si on exposait plus de gens à ça, on pourrait éviter de la variole. Alors, il a eu la bonne idée de prendre du pu. Et puis, il s'est dit, regarde, quand même, là, je ne donnerai pas ça à ma famille. Fait qu'il l'a donné à ses employés. On va laisser faire par-dessus la technique de recherche. Là. On va passer sous silence. Que je pense qu'aujourd'hui, ça irait pas bien, sa chose. Passera pas. Et puis, c'est comme ça qu'il y a eu des premières expériences par rapport à ça avant qu'il décide de le donner à sa propre famille. Mais en 1877, on va un peu plus tard, il y a un technicien de M. Pasteur, on a-tu entendu parler de ce M. Pasteur-là, qui a oublié des cultures de bactéries pour le choléra sur le bord du comptoir. Et puis, là, quand Pasteur a trouvé ça, quelques jours après, il n'était pas même content. Ils ont donné ça aux petits poulets pour lesquels ils voulaient faire leur recherche, puis ils sont aperçus que les poulets n'avaient pas la maladie. Mais l'intelligence de Pasteur, ça a été de se dire comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas. Et c'est là qu'il a découvert qu'on pouvait atténuer des bactéries puis en produire du vaccin. Ce qui va l'amener à produire des vaccins contre l'anthrax, la rage, puis il va être comme un peu le père de la vaccination, puis il va l'appeler la vaccination en l'honneur de la vaccine de notre monsieur Jenner qui était là en 1796. En 1921, c'est Calmette et Guérin qui vont travailler sur le bacille de Koch, le bacille pour la tuberculose, et qui vont en faire une espèce de vaccin. Qui va avoir une controverse un petit peu aussi parce que l'efficacité ne sera pas aussi élevée que ce qu'on connaît dans d'autres vaccins, ce qui va faire qu'à un moment donné, il va être abandonné vraiment comme vaccination, plus utilisé à d'autres fins. Ce qui est intéressant par rapport à ça, par contre, c'est que à ce moment-là, on a découvert que le BCG pouvait avoir des effets différents de stimulation en rapport avec l'immunité en général. Et ça n'a jamais trop été élucidé comment c'est arrivé, mais ça nous revient avec l'élaboration des vaccins par rapport à COVID-19, dans certaines recherches qui vont être faites. En 1926, là, il s'est produit, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça intéressant, en rapport encore avec les choses qu'on entend par rapport au vaccin, c'est que M. Glenay constate que dans la fabrication du virus, alors que ça a été accidentellement exposé à certains sels d'aluminium, ça leur donne une plus grande efficacité au vaccin. OK? Donc, c'est là qu'on va découvrir le terme adjuvant. On entend ça des fois. Ils ont ajouté un adjuvant. Bon, c'est ça. Qu'on expose le produit pour augmenter sa capacité. Mais ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait lire un peu
quand on entend dire « Ah, vous savez, des fois, là, ils vont nous injecter des métaux lourds en donnant la vaccination », ça vient des expériences qui ont été faites justement avec les adjuvants où on a exposé à différents produits. OK? Est-ce qu'il y a des métaux lourds? Non, je n'ai pas trouvé de recette dans laquelle il y a des métaux lourds. Je ne sais pas si Nicole va me corriger là-dessus, mais j'en ai pas trouvé. Puis je dois vous dire, bien humainement là, parlant, la quantité infime qu'il y aurait si jamais vous tombez sur un atome de métal lourd dans une seringue de vaccin, c'est pas ça qui va vous donner des problèmes de santé. Et là, ça se met à déferler. En 1937, c'est celui pour la fièvre jaune. 1938, le tétanos. 1939, la coqueluche. 1945, on a les premiers vaccins pour la grippe qui commencent. En 1949, la diphtérie. En 1955, la poliomyélite. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui va arriver par rapport à ça. Une autre affaire qui va faire que les gens vont avoir peur de la vaccination pendant un certain temps, ça s'appelle l'incident Cotter. C'est que dans la fabrication, pour la poliomyélite, c'est un vaccin atténué. Puis, il y a eu de la négligence dans la façon avec laquelle ils l'ont fabriqué. Puis, le virus n'a pas été assez atténué. Puis, il y a des gens qui ont développé la maladie. Alors, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un revirement dans l'industrie pour serrer les normes par rapport à la fabrication, pour s'assurer que ça n'arrive plus jamais. Okay. Fait que c'est évident que ça a aidé par rapport à l'industrie, par rapport au resserrement des normes, mais c'est évident que ça a donné aussi pendant un certain temps une crainte à la population par rapport à la vaccination. En 1963, la rougeole, les oreillons en 67, si bien que, si on regarde, la mortalité infantile en 1900 était de 27,5 %. Vous avez un enfant sur 4 qui meurt. Puis, en 1967, 2 %. Donc, est-ce que j'ai un préjugé favorable par rapport à la vaccination? Ben oui. Hein? On voit que ce qui a amélioré à travers le monde la survie, ce qui nous permet d'être beaucoup plus nombreux, être un peu trop nombreux sur la Terre, la vaccination en est grandement responsable. Et on va rapidement continuer parce qu'on s'approche, là. On arrive en 1979, là, il arrive 2 affaires en même temps. Il y a un événement qui arrive au point de vue international, qui est M. Valenzuela et M. Ruther, qui réussissent à transférer de l'ADN d'un virus, de l'hépatite B, sur des levures. OK? Alors, ça, c'est la création de ce qu'on va appeler créer un recombinant. OK? Où on va pouvoir commencer à faire des vaccinations sans exposer les personnes vraiment aux germes atténués ou tués. Puis, ça va... ça, c'est important, Paul-Émile, ce que tu dis là. Exactement. C'est important parce que là, c'est plus le virus comme tel ou c'est plus la maladie comme telle à laquelle on est exposé. Exactement. Mais il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est que les gens entendent parler actuellement du vaccin ARN, puis on est revenu avec la possibilité d'un vaccin à base ADN. Puis là, ils disent, hey, là, ça vient juste de commencer, ces affaires-là, puis c'est capotant. Moi, ce que je trouvais d'intéressant, c'est que déjà en 79, là, il y avait des travaux qui commençaient là-dessus. Alors, quand les gens disent, bon, ben là, c'est tout nouveau, ça fait des dizaines d'années. Puis quand on fait des recherches, puis encore ce matin, sur un des articles qu'il y a dans Radio-Canada, soit dit en passant, s'il y a des gens qui vont le voir, c'est un article dans lequel on interroge Benoît Barbeau. Je le connais pas. OK? Je suis content là, qu'il y ait un grand virologue qui connaisse ces affaires, qui s'appelle Barbeau, mais malheureusement, je n'ai pas son niveau de compétence. Fait que, donc, c'est le début des vaccinations sans le virus lui-même. C'est le début des vecteurs viraux, les particules pseudo-virales. Puis, c'est le début des études sur les vaccins ADN, ARN. Mais il faut bien réaliser là, qu'en 1979, on n'a pas le niveau technologique qu'on a aujourd'hui. Fait que là, tu sais, on ne parle pas de la même affaire. Une chose qui est arrivée, quand on dit des fois, là, il y a des choses qui arrivent, puis c'est difficile à réparer. En 79, l'autre chose qui est arrivée seulement au Témiscamingue. Ah! Et c'est Barbeau qui est arrivé au Témiscamingue. Ah! Puis vous êtes encore pogné avec lui. L'autre Barbeau, là. Fait, là, ouais, c'est moi, ça, celui-là. Fait que vous êtes encore pogné avec lui, puis vous n'êtes pas capable de vous en débarrasser. Puis je pense qu'ils n'ont pas encore inventé de vaccin pour se débarrasser de ça. Désolé pour vous autres. Bon, en 1980, quelque chose de super intéressant, c'est que
L'Organisation mondiale de la santé annonce que la variole est éradiquée mondialement. Et il faut bien se mettre ça dans la tête. La variole est éradiquée à cause de la vaccination. Un autre facteur pour comprendre que la vaccination, c'est important. En 1991, on va trouver le vaccin Gardasil qui est contre le VPH, qui est à l'origine du cancer du col. En 1998, il va arriver quelque chose de catastrophique, que je suis certain que Nicole s'est arraché les cheveux sur la tête et qu'elle a perdu les poils sur les bras. C'est la fameuse étude truquée de M. Andrew Wakefield. C'est un monsieur, ça, qui avait été engagé par une firme qui voulait poursuivre des gens qui faisaient la vaccination pour la rougeole. Puis on dit, si tu réussissais à prouver qu'il y a un lien avec l'autisme, ça serait le fun parce qu'on pourrait amener ça encore en cours et faire beaucoup d'argent. Fait qu'ils ont payé le monsieur. Le monsieur s'est mis à faire des études et sa publication, malheureusement, il a été publié. Puis les gens n'ont jamais réalisé qu'il parlait de 12 cas. OK? Des pauvres enfants autistes qui ont eu des colonoscopies, qui ont eu des ponctions lombaires, qui ont eu des repas barités, toutes sortes d'affaires, parce que le monsieur voulait prouver qu'il existait une maladie qui s'appelait l'entérocolite autistique. Ce qui n'a jamais été prouvé, évidemment. Ça a créé beaucoup de remous. Ça a été l'enfer. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup entendu parler de cette histoire-là. Ça a créé une crainte qui perdure par rapport au lien entre l'autisme et la vaccination pour la rougeole qui n'a jamais pu être prouvé. Okay. Puis malheureusement, ce monsieur-là, après avoir perdu son permis de pratique en Angleterre, s'est en allé aux États-Unis, a continué à perdurer avec son histoire, ce qui a fait qu'il y a eu des éclosions de rougeole aux États-Unis. Et quand on pense que avec la vaccination, il y a c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes au point de vue de la vaccination. La preuve, on peut avoir 1 cas sur 1 million avec la vaccination qui va développer une encéphalite. 1 cas sur 1 million. Et moi, de ce que j'ai pu voir dans la littérature, des encéphalites avec séquelles, c'est plus rare avec la vaccination qu'avec la maladie. Mais la maladie, c'est 1 cas sur 1000 qui va avoir une encéphalite. Puis moi, je peux témoigner que le peu de temps que j'ai soulagé le Témiscamingue de ma présence pendant 3-4 ans où j'étais à l'extérieur, j'étais dans une région où il y a eu une éclosion de rougeole dans une communauté où on était contre la vaccination. Et en dedans de 2 semaines, on s'est ramassé avec plus d'une dizaine d'adolescents avec des encéphalites et plusieurs ont gardé des séquelles permanentes à vie. Alors, si on avait besoin d'être convaincu que la vaccination, c'est important, si moi, on a l'information. En tout cas, si moi, j'avais le besoin d'en être convaincu, cette expérience-là que j'ai vécue dans ma vie m'a fortement convaincu. Ça m'avait profondément ébranlé de voir ces adolescents-là pris avec ces problèmes-là. Puis c'était pas drôle non plus de voir, quand on expliquait aux parents qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'ils vivaient par rapport à la décision qu'ils avaient prise. Puis par rapport à la culpabilité. Oui. C'était très difficile de jouer avec ces affaires-là. La vaccination en temps de pandémie, Paul-Émile, est-ce qu'on en a vécu à plusieurs moments dans notre histoire? Je dois avouer que celle-là, je ne l'ai pas vérifiée. Nicole, as-tu une réponse par rapport à cette question-là? Ben, en fait, on a vécu la pandémie de la grippe A-H1N1 en 2009, contre laquelle on a vacciné la population. Malheureusement, on était un peu comme cette fois-ci, on était en plein cœur de la 2e vague lorsqu'on a vacciné. Ça fait qu'on a eu un effet mitigé de la vaccination, je dirais. On a quand même, à l'époque, vacciné 65% de la population de l'Abitibi-Témiscamingue en quelques mois. Ça a été une opération massive. C'est une belle répétition générale pour l'intervention qui s'en vient au cours des prochains mois. Il faut dire aussi que la H1N1 était beaucoup moins morbide et mortelle. Là, on avait beaucoup moins d'hospitalisation et de décès qu'avec la COVID qu'on connaît actuellement. Merci beaucoup. Et avant que moi, je plonge dans la vaccination du COVID-19, la dernière chose que je voudrais vous rappeler par rapport à l'histoire de la vaccination que je trouve importante, c'est qu'il y a quelque chose qui a passé sous le radar en 2020, que l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que la polio était éradiquée sur le continent africain à cause de la vaccination. Grâce à la vaccination. Ça a passé sur le radar à cause du COVID-19, mais encore un point que je voulais que les gens entendent pour réaliser à quel point la vaccination est utile. Oui. Maintenant... Utile et importante, oui, tout à fait. Exactement. Je pense que ça valait la peine de faire le point là-dessus, oui. Ben, j'espère en tout cas que Nicole a dû s'ennuyer, mais j'espère que la population a trouvé ça intéressant. Non, au contraire,
Paul Émile, j'ai trouvé ça très intéressant. Tu as brossé un tableau, une histoire en quelques minutes, là, une histoire de la vaccination qui est une histoire fabuleuse. Comme tu l'as souligné, la vaccination, ça sauve des vies, que ça a éradiqué une maladie terriblement épouvantable qui est la variole. On n'a heureusement pas connu ça, mais c'était vraiment épouvantable comme infection. Il y a d'autres infections qui pourraient être éradicables. Tu l'as souligné, la polio n'est pas encore éradiquée, mais elle est sous le seuil d'élimination presque partout dans le monde. Donc, ça pourrait être une histoire du passé, cette infection-là. On pourrait faire de même avec une autre maladie infectieuse qui est juste, qu'on trouve seulement chez l'humain, qui est la rougeole. Ça pourrait être éradiqué éventuellement grâce à la vaccination. Et on s'aperçoit aussi qu'aussitôt qu'on lâche les efforts, aussitôt qu'on diminue les efforts de vaccination, bien, les maladies reviennent. Tu as souligné les éclosions de rougeole lorsqu'on a diminué les couvertures vaccinales en raison de l'histoire désastreuse du fameux docteur Wakefield. Et puis, c'est ça, ben, depuis le temps que les vaccins existent, il y a des mouvements de contestation ou des hésitations, je dirais. Pas beaucoup de contestations, mais surtout des hésitations. Et c'est là qu'il faut se parler de vaccination pour que les gens soient bien informés et prennent une décision éclairée au moment où ils choisissent de se faire vacciner. D'ailleurs, pour continuer d'un trait et finir avec ça, au point de vue de la vaccination pour la rougeole et l'autisme, la dernière étude qui est sortie là-dessus, c'est au Danemark en 2019. C'est quand même pas vieux. 657 461 enfants qui ont été suivis, qui avaient sur une dizaine d'années. Puis, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'au Danemark, la vaccination pour la rougeole n'est pas obligatoire. Fait que, ils sont arrivés au bout du compte, ils ont comparé les autistes qu'il y avait chez ceux qui avaient eu la vaccination puis ceux qui ne l'avaient pas eu, puis il n'y avait pas de différence. Bon. Fait que, regarde, il n'y a pas de lien vraiment en rapport avec ça. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à notre COVID-19... Oui. La situation de pandémie, la vaccination. Enfin, il va y arriver. Donc, là, la première chose qui est intéressante là-dedans à noter, c'est à quel point le fait d'être justement dans une pandémie, ça a ouvert les portes entre les équipes scientifiques à travers le monde. OK, il y a eu une collaboration en dehors du commun par rapport à ça. Ce qui fait qu'on a identifié vraiment le fameux COVID au mois de décembre avec sa petite formule de couronne puis toute la patente, là. Mais déjà, le 10 janvier, on connaissait la séquence complète du génome du virus. Puis ça, c'est super important parce que quand on va arriver tantôt avec notre ARN et notre ADN, il faut comprendre que pour en arriver à faire ça, il fallait être capable d'identifier la structure chimique. Alors, quand on parle des gènes, on parle d'une succession de protéines, pas de protéines, je m'en allais dire quelque chose qui n'est pas clair. Des acides aminés, merci Claire. Une suite d'acides aminés qui va avoir une chaîne très, très, très précise. Alors, pour les gens, là, imaginez-vous que vous avez un train, OK? Puis sur chaque plateforme de train, vous avez des formes géométriques différentes. Alors, ce qui va faire que la plateforme géométrique de Yves, de Nicole, de Claire et de Paul-Émile sont complètement différentes. C'est des petits trains différents. OK? Alors, quand on a identifié le petit train du coronavirus, ça nous donne la façon, l'outil pour pouvoir dire, bon, regarde, on va peut-être être capable de mimer ça pour le présenter aux humains puis qu'ils développent une certaine immunité. Mais par rapport à ça, il fallait que les travaux se continuent. Mais là, on a un avantage. Les gens ils disent, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça si vite que ça? Il faut bien se rappeler qu'on a eu le SRAS avant. Le petit cousin, hein? C'est le SRAS 2, ça, là, le COVID-19. Ça vient mélangeant, le 2 et le 19, mais on ne s'arrêtera pas ces chiffres-là. Mais c'est le deuxième SRAS. Okay. Donc, les chercheurs ne partaient pas de zéro. Et puis là, étant donné qu'ils s'échangeaient très rapidement l'information, c'est ça qui nous a permis d'arriver rapidement aux alentours du mois de février, 19 février pour être plus précis, où on a réalisé que pour que le virus puisse vraiment entrer facilement, il se liait à un récepteur qu'on a dans l'organisme. Vous allez peut-être lire ça en quelque part, ça s'appelle ACE2, OK? C'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Hey, là, j'ai l'air intelligent, hein? Mais nous parle, là. Ah là, on vient de perdre. Alors, donc, il y a un système
OK, de conversion d'hormones, si on veut, qui sont à l'intérieur de notre corps. Et le virus va rentrer en se liant à ce récepteur-là dans notre organisme. C'est ce qui facilite, qui circule très facilement et qui développe des symptômes très importants chez les personnes. Exactement. Et là, on a découvert que la façon avec laquelle il se liait à ça, c'est à cause des petits spikes, là, les fameuses picules qui font qu'on l'appelle le corona. OK? Fait que là, on a pu se concentrer pour aller chercher quelle était justement la chaîne de petits trains de ces spikes-là. OK? Déjà en mai, il y avait au-dessus de 100 vaccins, sans études, pas des études, mais sans façon de faire le vaccin qui était proposé, mais il y en a 13 qui sont restés en études vraiment actives. Fait que, il y en a 2 qui étaient de type mRNA. Et c'est lesquels? Pfizer, Moderna. Qui étaient... C'est les plus rapides. Okay. Les qui étaient les plus sont rapides. disponibles. Il y en a un de type ADN, on n'a pas poursuivi l'étude encore là-dessus, puis son introduction dans l'organisme serait trop compliquée. Puis il y aurait beaucoup de réticence aussi, parce que quand on commence à toucher à l'ADN, faire modifier notre ADN, ça ne nous intéresse pas. Alors que si on parle en rapport avec l'ARN, puis de là l'intérêt de l'article qu'il y a ce matin dans les chaînes de Radio-Canada en rapport avec le docteur Barbeau, l'autre, c'est qu'il explique vraiment bien dans ses réponses comme quoi le fait de l'ARN, il n'ira pas modifier le message qui est donné en rapport avec l'ADN. Imaginez-vous une pêche, OK? L'ARN travaille dans tout le fruit qu'on mange. Dans le noyau, c'est là qu'est l'ADN. OK? Alors, la façon avec laquelle ça va arriver, c'est qu'on va avoir fait un message. Le message correspond à la cellule. On lui dit, tu vas faire la protéine qui ressemble, la protéine S, pour Spike. OK? Alors, tu vas faire la protéine S, puis là, un coup que tu vas l'avoir produit, la protéine S, on va développer de l'immunité contre ça. Le problème qu'on a par rapport à faire des vaccins avec ça, c'est que l'ARN est très, très instable. C'est ça qui donnait des problèmes de commercialisation. Quand tu es obligé de te promener avec un vaccin à moins 60, moins 70, moins 70, ça va pas bien. Là, OK? Ça donnait des problèmes par rapport à ça. Par contre, ce que je vois de bien par rapport à ça, puis qui peut rassurer des gens, ça prouve la très grande instabilité de l'ARN. Alors, les gens, ils ont peur que ça reste dans leur système puis que ça fasse des dommages à long terme. L'ARN et la fameuse petite protéine S qui va être produite par le vaccin est très rapidement détruite par notre organisme. OK? On va développer l'immunité contre la fameuse protéine, mais l'ARN puis la petite S et l'ARN vont être détruits très rapidement, ce qui motive d'ailleurs d'en arriver à une deuxième dose de vaccination pour pouvoir avoir une immunité qui est complète. Renforcée, exactement. Voilà. Donc, c'est très, très, très schématisé, là, mais grosso modo, c'est ça. Ça n'attaque pas votre ADN, c'est rapidement détruit à l'intérieur de votre corps. Mais ça fait la job. Et ça fait le travail. Ça fait la job. L'immunité se développe, le virus devient incapable de circuler dans notre corps, il est éliminé. C'est le but qui est recherché. Puis, est-ce qu'on va avoir des effets secondaires qui peuvent arriver? Bien, on est en train de stimuler notre immunité. Fait qu'on peut s'attendre à avoir des réactions. Il y a des bonnes chances. Il y a des chances. Il peut y avoir une douleur locale à cause de l'introduction. On peut avoir aussi de la fièvre. On peut avoir... mais des choses c'est ça. Ces symptômes-là, habituellement, sont très, très, très petits selon les informations qu'on a actuellement et de courte durée. Et je sens que tu veux absolument... faire une petite pause. Faire une petite pause. Oui, c'est l'heure. Alors, Yves a envie. On va s'arrêter quelques secondes. Une pause pub, ça sera pas long. Et donc, Claire Bolduc, Paul-Émile Barbeau et Nicole Bouchard au bout du fil. On est rendu aux questions là, Claire. Mais mine de rien, Paul-Émile a déjà répondu à quelques questions. On parlait de est-ce que le vaccin peut avoir des conséquences à long terme? Il a bien expliqué que non, ce serait très surprenant. Je peux ajouter quelque chose à ce que Paul-Émile a dit, parce que là, c'est sûr qu'on a on a un système de surveillance au niveau provincial. Lorsque arrive
lorsqu'on vaccine, premièrement, tous les vaccins qu'on administre dans le programme québécois, lorsqu'il y a des manifestations qui surviennent, il y a un système de déclaration, c'est à déclaration obligatoire, donc on reçoit ça ici à la Direction de santé publique, on valide, voir si effectivement ça peut être en lien, ça peut ne pas être en lien avec la vaccination, mais lorsque c'est en lien, c'est soumis à un registre provincial, canadien, mondial, qui fait en sorte que ça nous permet de voir si des effets secondaires qu'on n'avait pas vus dans les études cliniques là, avant l'autorisation du vaccin, ça nous permet de voir si des réactions plus rares que 1 sur 10 000, 1 sur 1000, si des réactions surviennent par exemple dans un cas sur 100 000, un cas sur 1 million, bien c'est là qu'on va les voir lorsqu'on administre les vaccins à des millions de personnes. Et pour ce qui est du vaccin à ARN messager, Paul-Émile l'a souligné, c'est une technologie qui est quand même pas nouvelle. C'est nouveau que, bien sûr, on fait un vaccin contre la COVID en utilisant cette technique-là, mais c'est une technologie qui est utilisée depuis 15-20 ans, qui a été utilisée pour faire des traitements contre le cancer. Donc, c'est pas une nouvelle technologie en soi, mais on a dirigé les travaux des fabricants là, vers un vaccin contre la COVID. Et c'est un vaccin qui est merveilleux, très efficace dès la première dose. 14 jours après la première dose, on a 92% d'efficacité. Mais il donne des réactions secondaires. Bon, Paul-Émile a souligné là, des douleurs. La majorité des personnes vont avoir une douleur au site d'injection. Il faut savoir là, qu'on va avoir une douleur dans le muscle après la vaccination. Et d'autres personnes, quand même une bonne proportion, moins que la moitié des gens, là, mais quand même une bonne proportion des gens peuvent avoir des symptômes comme de la fièvre, des frissons, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs musculaires. Ça peut être léger à modéré, donc des gens peuvent être empêchés de faire leurs activités quotidiennes, mais ça va disparaître en quelques jours. Pour le moment, on n'a pas d'événements. Là, il y a quand même des millions de doses dans le monde qui ont été données et il n'y a pas de signaux d'alerte sur des événements inusités, inattendus, qui seraient survenus à la suite de l'administration des vaccins à ARN messager. Fait que c'est ce que je voulais préciser là, sur peut-être une autre question qui arrivait plus loin de la population, là, mais je voulais préciser ça. Mais en fait, non, c'était d'emblée dans les questions que les gens avaient, les effets secondaires et est-ce qu'il y a des conséquences à long terme. Je reviens aussi à ce que vous avez répondu, Paul-Émile et vous, Dr Bouchard. Les gens avaient posé la question, est-ce qu'on va se servir de cobaye dans tout ça? Alors, je pense que la réponse, c'est clairement non. C'est une technologie qui est connue depuis plus de 20 ans, qui est utilisée actuellement et qui est utilisée à d'autres fins. Alors, je pense que vous avez aussi rassuré les gens sur cet élément-là. Non, le vaccin de la COVID, vous ne servez pas de cobaye. Une question qui a été largement posée, Dr Bouchard, je pense que ça s'adresse beaucoup à vous. Est-ce que je suis obligée de me faire vacciner? On l'a eu, cette question-là, à plusieurs occasions. Alors, est-ce que les gens sont obligés de se faire vacciner? Il n'y a aucune obligation au Québec en matière de vaccination. Alors, pour ce qui est de la COVID, la question a été posée aussi, il n'y a pas d'obligation à se faire vacciner. Au Québec, il n'y a pas de culture d'obligation de vaccination. On voit qu'avec les campagnes massives de vaccination qu'on a eues dans le passé, je vous ai parlé de la AH1N1 tantôt, la pandémie en 2009, et aussi avec les interventions massives qu'on a faites pour le méningocoque, on a eu d'excellentes couvertures vaccinales. On a toujours privilégier l'information pour que les gens soient vaccinés sans contrainte et ça fonctionne très bien. Alors non, il n'y a pas d'obligation à se faire vacciner contre la COVID-19. Et il n'y aura pas d'obligation, c'est pas vers ça qu'on s'en va. Il n'y a pas d'obligation. Maintenant, avec les informations que nous partageons depuis tout à l'heure, on voit l'importance de la vaccination. On voit l'importance qu'en situation de pandémie, la vaccination peut vraiment nous aider à passer à travers. Et on voit que vous avez bien campé le fait que pour ce qu'on connaît du vaccin, c'est une technologie sûre et c'est un vaccin qui peut aider, qui n'est pas dangereux. Si je peux mettre un petit grain de sel là-dessus, c'est que je sens que les gens sont tellement... ils jouissent actuellement des mesures qu'on prend, les masques, laver les mains, faire les distanciations sociales, la fermeture des... Je sais que c'est le fun, là, mais ce serait bien le fun quand on va être vacciné de ne plus le faire. Fait que ça serait un petit avantage. Je veux juste apporter ça comme commentaire. Mais attention,
On peut espérer ça dans quelques mois, mais pour le moment, qu'on soit vacciné ou pas, il faut continuer de maintenir ces mesures de restriction des contacts, lavage de mains, masque, pour éviter que les cas se multiplient avant que suffisamment de gens de la population soient vaccinés pour empêcher la circulation du virus. Parce que c'est pas de la magie, c'est de la vaccination. Alors, quand on est vacciné, c'est pas qu'à 5 minutes après qu'on oublie les mesures. Non, et voilà. Alors, je pense que ça, c'était une autre question. Dans combien de temps ça fait effet? On comprend qu'on aura besoin de toute l'année 2021, au moins, pour passer à travers la pandémie. La vaccination va largement nous y aider. J'avais des questions de personnes qui ont été, qui se sont adressées à nous. Les personnes qui ont des conditions de santé, des problèmes de santé. On parle de cancer, on parle de diabète, on parle de personnes immunosupprimées. Doivent-elles être vaccinées? Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre si on se fait vacciner? Et je vous laisse la parole, Paul-Émile et Dr Bouchard, là-dessus. Vas-y, Nicole. Merci. Alors, bien sûr, les personnes qui sont immunodéprimées, je prends ce premier exemple-là, on sait qu'il n'y a pas de problème à vacciner ces personnes-là parce que c'est pas dangereux de vacciner ces personnes-là parce que il faut savoir que là, on a les vaccins à ARN messager. On va avoir d'autres types de vaccins qui ont été commandés par le Canada, qui sont en phase 3, donc qui sont sur le point d'être homologués aussi au Canada, qui utilisent d'autres techniques, mais il faut savoir qu'il n'y a aucun des vaccins qui sont commandés au Canada qui contiennent le virus entier, qui soit atténué, comme celui de la polio qu'on a déjà utilisé, dont Dr Barbeau a parlé tantôt, où il n'y a pas non plus de vaccin entier tué dans nos vaccins COVID qui ont été commandés au Canada. Fait que ça donne comme ça. Il y a d'autres technologies que l'ARN messager qui est utilisé, mais aucun vaccin qui contient donc le virus entier. Les personnes immunodéprimées peuvent recevoir le vaccin, sauf qu'il est possible que la réponse ne soit pas optimale selon le degré d'immunodépression. Par contre, c'est sûr que si on vaccine pas une personne immunodéprimée, il va avoir zéro protection. Alors, on joue le tout pour le tout, puis on vaccine les personnes immunodéprimées. Les personnes qui ont des cancers, bien souvent, ce sont des gens qui peuvent être immunodéprimés aussi en raison de leur traitement. Les personnes qui ont des maladies cardiaques, pulmonaires, le diabète, sont toutes des personnes qui devraient aussi être vaccinées. Merci, Pauline. En fait, pour marteler ce que tu as dit, Nicole, il faut bien comprendre, là, j'insiste sur ce qu'a dit Dr Bouchard, il n'y a pas de virus atténué dans la vaccination actuellement. Quand on parle, ils ne peuvent pas développer la maladie. Alors, c'est pour ça que les immunosupprimés ont vraiment avantage à avoir la vaccination, eux autres aussi. OK? Je veux bien que le message... On me disait, mon père était un instituteur, puis il me disait, il faut répéter. Alors moi, j'insiste sur le message que Nicole vient de passer. On ne peut pas donner la maladie avec la vaccination à utiliser actuellement. Il y a un domaine dans lequel j'ai des informations un petit peu plus fragmentaires. De là, mon plaisir encore plus d'avoir Nicole avec nous autres ce matin. Par rapport à la grossesse, les commentaires, ce serait quoi, Nicole? Alors, la grossesse, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on a fait les études cliniques, avant l'autorisation d'un vaccin, on administre le vaccin candidat à des dizaines de milliers de personnes. Et lorsque les fabricants ont fait leurs études cliniques, ils ont exclu les femmes enceintes. Donc, on n'a pas de données sur l'effet de la vaccination à la femme enceinte. Toutefois, il y a des femmes qui ont été vaccinées et qui ne savaient pas qu'elles étaient enceintes, qui n'ont eu aucune conséquence sur la grossesse et éventuellement sur l'enfant lorsque la grossesse est terminée. Et aussi, lorsqu'on regarde, il y a des opinions d'experts, même si on n'a pas d'études, on n'a pas suffisamment de femmes enceintes vaccinées pour confirmer la sécurité du vaccin administré aux femmes enceintes, mais il y a des opinions d'experts qui disent, selon la façon dont le vaccin est conçu, pour certaines femmes enceintes qui sont à risque d'exposition, on va les vacciner, on recommande la vaccination et c'est ce qu'on a fait dans quelques circonstances en région et au Québec, aux États-Unis. On vaccine des femmes enceintes qui sont à haut risque d'exposition.
Merci beaucoup, Dr Bouchard, Dr Barbeau. J'ai encore 2 questions et les gens étaient très curieux de savoir quand est-ce que ça va commencer au Témiscamingue, la vaccination. Dr Bouchard, je sais que vous avez des réponses là-dessus, mais juste avant... avoir une boule de cristal. Alors, je peux vous dire que c'est déjà si commencé. Si vous permettez, Dr Bouchard, juste avant, il y avait la question sur les conditions de santé particulières comme quelqu'un qui a plus de rate, qui veut savoir quand est-ce que son tour va arriver, est-ce que ça va être rapide, la séquence de vaccination et tout ça. Les personnes qui ont des conditions de santé particulières, est-ce qu'elles seront priorisées dans la séquence de vaccination? Alors, le facteur le plus important là, pour la complication et le décès à la suite de la COVID, puis je pense que tout le monde en est convaincu au Québec, c'est l'âge avancé. L'âge avancé, lorsqu'on est en CHSLD, qu'on a un âge avancé et en plus des maladies chroniques, ça complique davantage la COVID et c'est là qu'on a le plus de décès. Mais l'âge avancé, là, c'est le facteur primordial. Alors, dans la séquence de vaccination, puis ça, c'est le Comité sur l'immunisation du Québec qui a fait ces recommandations-là au ministère, qui les a acceptées pour l'instant. En tout cas, c'est l'ordre qu'on respecte. On a commencé par vacciner les personnes résidentes en CHSLD. En deuxième lieu, on vaccine les travailleurs de la santé, ça parce qu'ils sont surreprésentés sur les cas de COVID au Québec, compte tenu du fait qu'ils sont à risque d'exposition et ils sont à risque aussi d'exposer la clientèle qui soigne. Donc, c'est le deuxième niveau de personnes qui sont prioritaires au Québec, même s'ils ne sont pas âgés. Le troisième niveau, ce sont les personnes qui vivent dans les résidences pour personnes privées pour aînés. Le quatrième niveau, ce sont les communautés isolées. Cinquième niveau, les 80 ans et plus. Sixième niveau, les 70 à 79 ans. Alors, on met vraiment l'emphase sur les personnes âgées et sur les travailleurs de la santé pour les 6 premiers groupes qu'on souhaite vacciner dans le premier trimestre. Donc, janvier, février, mars, en espérant qu'on puisse donner les premières doses d'ici la fin février. Ça dépend toujours de l'arrivage de vaccins. On espère très fort que les vaccins puissent arriver, non seulement les vaccins de Pfizer et de Moderna qu'on utilise déjà, mais qu'il y ait aussi d'autres vaccins qui soient autorisés au Canada auxquels on pourra avoir accès. Donc, on mise vraiment sur les personnes âgées et malades, mais après ça, on va vacciner les 60-69 ans. Si ces personnes qui ont des problèmes de santé appartiennent à ces groupes d'âge, 80 ans et plus, 70 à 79 ans, ils vont arriver avant les autres. Mais après, donc, les 60 ans et plus, là, on va prioriser, chez les moins de 60 ans, on va prioriser les personnes qui ont des maladies chroniques. Après ça, on va prioriser les personnes de moins de 60 ans qui n'ont pas de maladie chronique, mais qui sont des services essentiels. On parle des policiers, des pompiers, des gens qui travaillent dans les épiceries. Et finalement, on va vacciner le reste de la population. Merci beaucoup. Et vous aviez commencé à dire qu'on avait déjà commencé la vaccination ici en Abitibi-Témiscamingue. Hier, à la rencontre du comité d'urgence sanitaire, on nous informait que 692 sur les 694 résidents des CHSLD ont été vaccinés et plus de 3500 employés sur les plus de 6000 employés du CISAT sont déjà vaccinés. Il y a, les gens se demandent, on reçoit des questions, les gens disent, quand est-ce que ça commence chez nous? Quand est-ce que ça commence sur le territoire? Je pense qu'on peut confirmer que c'est déjà commencé. Et vous suivez la séquence de priorisation qui a été établie par le gouvernement. C'est bien ça? Exactement. On a suivi, sauf que faut dire qu'on a eu beaucoup de contraintes aussi avec le vaccin de Pfizer qui nous arrivait en plateau de près de 1000 doses qu'il fallait garder à un endroit qu'on n'avait pas le droit de déplacer. Alors, ça a fait en sorte... On a privilégié Rouyn-Noranda parce qu'on avait le centre de traitement de la COVID ici. Les gens hospitalisés de la région sont hospitalisés ici à Rouyn et on avait un gros CHSLD aussi. Mais après ça, on a eu un plateau à Val-d'Or où était la plus grosse portion de la population aussi. On a invité les gens de l'extérieur de ces deux endroits-là à se déplacer à Rouyn-Noranda, mais ça a été quand même limité de ce côté-là. Mais on a pu disposer de vaccins de Moderna que, lui, on pouvait déplacer en région. Donc, on en a déplacé au Témiscamingue pour vacciner
les résidents de CHSLD, le personnel du CHSLD et quelques membres du personnel de l'hôpital aussi. Ça, on a fait ça la semaine dernière. Et j'espère que nous aurons bientôt des vaccins qui vont arriver en grand nombre pour qu'on puisse poursuivre la séquence. Et ça, c'est une autre des grandes questions que nous soumettent les citoyens. C'est quoi la séquence prévue? Alors, je pense qu'il faut revenir à la planification qui a été établie. Vous pourriez nous en parler, Dr. Bouchard? Vous avez parlé des 3 premiers mois pour les 6 premières catégories priorisées. Alors, pourriez-vous nous parler de la séquence prévue et comment vous organisez la vaccination pour la population? En fait, pour ce qui est des 4 premières catégories, donc les CHSLD, ça c'est fait. On a fait aussi des résidences intermédiaires, des ressources intermédiaires, des résidents de ressources intermédiaires qui ont des niveaux de soins qui s'approchent du niveau de soins en CHSLD. Ça, on en a fait aussi, on en fait justement aujourd'hui à Amos, on en a fait hier à La Sarre, on en a fait à Rouen la semaine dernière. Donc ça, on va poursuivre. Ensuite, on a fait les travailleurs de la santé, on a à poursuivre au niveau des travailleurs de la santé lorsqu'on va pouvoir avoir du vaccin additionnel, parce que je vais vous dire qu'à la fin de la journée, aujourd'hui, il va nous rester 0 dose en Abitibi-Témiscamingue. Fait qu'on est un petit peu dépendant du nombre de doses qui nous parviendront dans les prochaines semaines pour pouvoir poursuivre la séquence. Et c'est important de mentionner que c'est pas parce qu'on est défavorisé, c'est vraiment l'approvisionnement canadien qui est retardé actuellement. Cette semaine, au Canada, il y a 0 doses qui sont arrivées. La semaine prochaine, il y en arrive un peu. Donc, je pense que malheureusement, la semaine prochaine, nous n'aurons pas de doses, mais c'est à suivre. Peut-être qu'on aura du Moderna, donc c'est à suivre. Je dois vous dire qu'on suit ça quasi au quotidien, là, savoir combien de doses on pourra, combien de doses on pourra disposer pour vacciner la population. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs personnes au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue qui travaillent à l'organisation, qui préparent l'organisation des cliniques. Et lorsqu'on parviendra au groupe 5, qui est celui des personnes âgées de 80 ans et plus, eh bien là, on va faire un appel à la population. Ça sera médiatisé au niveau québécois, mais au niveau régional aussi. Les gens sauront où aller, sauront comment prendre le rendez-vous. Et selon l'arrivage de vaccins aussi, il n'est pas impossible que si on reçoit du vaccin en masse, bien, qu'on puisse grouper certaines priorités, par exemple les 70 ans et plus, plutôt que de commencer juste par les 80 ans et plus, puis après ça, arriver dans les 70 à 79 ans. Donc, on peut avoir un couple où il y a un couple ou une famille où tu as des représentants de plus qu'une priorité, bien, ça se peut qu'on les fasse ensemble, selon, bien sûr, l'arrivage de vaccins, mais peut-être que c'est mon monde de licorne là, qui fait ça, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'à un moment donné, on va pouvoir vacciner en masse. J'ai espoir qu'on va recevoir du vaccin en masse pour vacciner une grande portion de la population rapidement. Alors, Oui, simplement, je vais juste résumer. Quand vous avez des vaccins, vous avez prévu tout le mécanisme de communication directement avec les personnes concernées. Et on a déclaré hier, on a informé hier le CISAT que le milieu municipal pouvait contribuer, faciliter la communication avec toute la population, avec les citoyens, en facilitant que l'information se rende directement aux citoyens. Les maires et mairesses peuvent faire un message, on peut procéder par les boîtes postales et les municipalités ont aussi déjà mis de l'avant, proposé des salles pour faciliter les vaccinations à plusieurs personnes. Ça, c'est le milieu municipal pour faciliter le travail. Et ça, c'est merveilleux et c'est très apprécié. Ça nous soulage beaucoup. Ça, j'ai entendu parler de cette initiative-là. Moi, je suis moins dans l'intervention à ce niveau-là, mais je trouve ça merveilleux que les municipalités nous donnent un coup de main à ce sujet-là. J'espère que tout le monde entend bien, là. On sait qu'on est face à un problème logistique important partout à travers le pays. Mais je veux que les gens aient bien entendu le message qui vient de passer, là. On n'est pas défavorisé par le fait qu'on est au Témiscamingue ou en Abitibi-Témiscamingue du tout. Puis j'espère que les gens comprennent, là, à
Nicole, à quel point c'est pris au sérieux. Puis cette équipe-là fait un très bon travail pour s'assurer que toute notre population va avoir ce dont elle a besoin. Fait que, on en profite en même temps pour remercier l'équipe qui entoure la santé publique ici en Abitibi-Témiscamingue. C'est ça. Et c'était une question qu'on avait reçue à plusieurs reprises, Dr Bouchard, parce que les gens voulaient avoir le calendrier, savoir à quel moment se préparer, tout ça. Actuellement, on est en situation de pandémie, en situation où on réagit. On réagit très rapidement. Donc, tout ce qu'on pourra faire pour faciliter la transmission de l'information, pour faire la promotion des activités de vaccination, quand ce sera terminé, ça va être fait. Puis moi, je tiens à le rappeler, là, la population, actuellement, on ne peut pas vous dire ça va être où, ça va être quand pour vous, est-ce que vous devrez prendre rendez-vous, on ne peut pas vous répondre à ça. Mais dès que l'action s'enclenche, l'action de vaccination s'enclenche, tout le monde, on met l'épaule à la roue pour vous faciliter le travail. Et parlant d'épaule à la roue, vous cherchez toujours des vaccinateurs, hein, Dr Bouchard? Vous cherchez des gens dans les 20 quelques professions qui peuvent faire le travail, des personnes qui pourront vous accompagner dans cet exercice-là. Exactement. Alors, il y a premièrement, bien sûr, on cherche des infirmières retraitées qui peuvent faire valoir, peuvent s'inscrire à Je contribue et l'Ordre des infirmières va leur émettre un permis et selon le délai depuis leur dernière inscription au tableau de l'ordre, elles ont des responsabilités plus ou moins grandes qu'elles peuvent prendre, mais c'est très apprécié d'avoir des infirmières parce que au niveau de la technique d'injection, on n'a aucune inquiétude de ce côté-là. Ce serait très apprécié que des infirmières, je sais que déjà des infirmières que je connais ont répondu à l'appel au Témiscamingue, mais on est ouvert à en accueillir d'autres, c'est certain. Ensuite, il y a un décret ministériel qui fait en sorte que des personnes qui, dans l'exercice de leur fonction, n'injectent pas de vaccin ou ne font pas d'injection, mais des gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Donc, je nomme rapidement les acupuncteurs, audiologistes, audioprothésistes, chiropraticiens, dentistes, denturologistes, diététistes et nutritionnistes, ergothérapeutes, hygiénistes dentaires, médecins vétérinaires. Eux, les médecins vétérinaires, là, entre vacciner un animal et vacciner une personne, là, ce ne sera pas difficile pour eux d'apprendre la technique comme il faut. Moi, j'aimerais mieux une infirmière. Moi. Pardon? je préférerais une infirmière. Je suis certaine qu'ils vont faire ça très bien. C'est sûr, Ensuite, les c'est sûr. opticiens d'ordonnance, les optométristes, orthophonistes, physiothérapeutes, podiatres, technologistes médicaux, techniciens ambulanciers, technologues... C'est ça. Il y en a plusieurs. Donc, je sais que ces gens-là ont une profession, ils ont un travail, ils sont bien occupés, mais je peux vous dire que j'ai eu connaissance de plusieurs d'entre eux qui se sont inscrits aussi. Il y a une formation à suivre pour chacun d'entre eux et pour ce qui est une formation une formation en ligne sur la vaccination contre la COVID. Et il y a aussi une formation qui leur sera offerte pour la technique d'injection. C'est en train de se construire. Ça, on a parlé justement à la direction soins infirmiers ce matin pour voir comment ça s'organisait. Donc, ça serait très apprécié que ces gens-là contribuent aussi. Ça peut être à temps partiel. Alors, ces gens-là, s'ils s'inscrivent sur le site Je contribue, vont être rejoints par les ressources humaines pour voir avec eux là, comment fonctionne le processus d'engagement. Merci beaucoup et merci de passer le message. Merci aux gens qui vont plonger dans l'exercice. Alors, on va terminer. Il y avait une petite courte question qui nous est parvenue. Est-ce que les aiguilles ont la même longueur et la même grosseur pour tout le monde? Je laisse Paul-Émile répondre à ça. Et Paul-Émile, en même temps, j'aimerais que tu nous dises s'il y a une différence dans le comportement des gens au moment de la vaccination, si les gens sont, selon leur nationalité, s'ils ont une différence de comportement. Alors, pour les aiguilles, en autant que je suis concerné, ils sont tous de la même grosseur et toutes de la même longueur. C'est évident que, par contre, si Nicole avait, par exemple, à me donner le vaccin, elle choisirait probablement une plus grosse aiguille.
question de se venger pour les blagues que j'ai pu lui faire dans le passé, mais ça se fait pas dans la population en général. Et pour ce qui est de la question des nationalités, effectivement, j'ai reçu un message d'un ancien patient qui m'a fait bien sourire. C'est qu'il y a un médecin qui est en train de faire une clinique de vaccination, alors il accoste quelqu'un qui est d'origine d'Angleterre et il lui dit « Monsieur, je vais vous offrir le vaccin. » Et la personne répond « Non, je préfère ne pas me faire vacciner. » Alors le médecin dit hey, « Un gentleman accepterait certainement de se faire vacciner. » Alors il dit « Ah, d'accord, à ce moment-là, vous pouvez me vacciner. » Alors il y en a un autre qui arrive puis il lui dit « Bon, ben monsieur, on va vous offrir la vaccination. » Il n'en est pas question. Mais vous êtes de quelle origine? Je suis allemand. C'est un ordre. Vous devez être vacciné. D'accord, vaccinez-moi. Alors, il est vacciné. Arrive la troisième personne et il dit, bon, on va vous offrir le vaccin. La personne dit, non, pas question, tu ne me vaccineras pas, je ne veux rien savoir de ça. Oui, mais un gentleman, tu serais vacciné. Oui, non, tu vas aller péter dans les fleurs, je ne me ferai pas vacciner. Oui, mais c'est un ordre. Tu n'es pas placé pour me donner des ordres. Vous êtes de quelle origine, vous? Moi, je suis québécois. Ah, ben ça donne bien, vous n'avez pas le droit au vaccin. Hey, toi, tu vas me vacciner, ça presse. Et voilà. Ça ressemble à ça. Merci beaucoup, Nicole, pour ton aide. Ça a été très, très, très apprécié ce matin. Merci beaucoup, tout le monde, de votre présence ce matin pour cette activité-là. On le comprend, la vaccination, c'est sécuritaire. Il y en aura pour tout le monde. Et dès que l'organisation se met en place, tout le monde sera avisé et on va vous suivre et on va faire en sorte que vous ayez l'information, que vous soyez bien informés et que vous ne manquiez pas votre vaccin. Vous pouvez compter autant sur le CISAT que sur votre milieu municipal ici au Témiscamingue, les maires-mairesses, votre préfète. On va être là pour vous accompagner. Merci tout le monde, puis bonne vaccination. Merci bonne fin de pandémie à tous. À la prochaine, salut, bye. Merci, Nicole. Bon, merci. TV Témis. Le point sur la COVID-19 est une présentation de la MRC de Témiscamingue en collaboration avec CKVM FM et TV Témis. Merci d'avoir été là. À bientôt.